Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Les bienfaits sont nombreux pour bébé et pour la mère. L'OMS et l'UNICEF recommandent un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Cependant, une étude menée par le gouvernement révèle qu'en France, la part des nourrissons allaités à la naissance est de 66%. Elle n'est plus que de 40% à 11 semaines, 30% à 4 mois et 18% à 6 mois. Vanessa, infirmière puéricultrice et accompagnante en périnatalité, maman de 2 enfants, a fait le choix d'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Ses préjugés, l'évolution de son regard sur l'allaitement, la révélation et le co-allaitement, elle nous raconte tout. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vanessa, j'ai 33 ans et je suis infirmière puéricultrice depuis plus de 10 ans et accompagnante périnatale. Je suis mariée depuis un peu plus de 3 ans et je connais mon mari depuis plus de 10 ans. C'était tout naturellement quand on a décidé de faire le petit projet bébé. J'ai une grande de 4 ans et demi qui s'appelle Julia et une petite de 19 mois qui s'appelle Gina. Et je vais vous raconter mon histoire sur l'allaitement qui s'est passée d'une manière dont je n'avais absolument pas prévu. Plein de belles surprises et une révélation. Étant infirmière puéricultrice, c'était vraiment une évidence pour moi d'allaiter. On va dire que ça fait partie de la norme. On nous bassine pendant des mois sur les bienfaits de l'allaitement et c'était presque un devoir d'allaiter. Et en gros, comme si j'avais pas le choix de ne pas allaiter en fait. Il fallait que j'allaite parce que on sait les bienfaits et quand on sait tout ça, on peut pas se dire je vais pas allaiter. Bon après, j'avais vraiment, je trouvais ça merveilleux d'allaiter. J'adorais accompagner les mamans qui allaitaient. C'était vraiment devenu après mon dada. Mais j'avais une pression en me disant, si jamais j'aime pas, à la fin de grossesse, j'avais une hypersensibilité au niveau des seins. Et je me suis dit, oh là là, mais si j'aime pas allaiter, j'appréhendais en fait la première tétée après la naissance. Et un peu un stress de décevoir en se disant, elle est puéricultrice et elle va pas allaiter. Donc j'avais cette petite peur. Et en fait, au final, quand ma fille est née, quand on me l'a posée sur le ventre, quand on me l'a mise au sein, j'ai fait, waouh, c'est waouh. C'est une sensation trop bizarre, cette aspiration, c'est vraiment étrange, mais à la fois c'était waouh, c'était merveilleux. Avec mon mari, on avait parlé de ce projet d'allaitement, il savait que je voulais vraiment allaiter, il était ok avec ça, même si en soi, j'avais pas besoin de son approbation, mais c'est vrai que quand on est en couple, il faut que le coparent il soit ok. S'il est totalement contre l'allaitement, je pense que c'est compliqué d'allaiter longtemps. Et enceinte, je devais reprendre le travail aux 6 mois de ma fille. Et je m'étais dit, je vais l'allaiter jusqu'à 4 mois exclusivement. Comme je dois reprendre le travail à ces 6 mois, on va inclure les biberons vers 4 mois. Comme ça me laisse 2 mois pour faire du mixte. Et comme ça, à 6 mois, quand je reprends le travail, elle est en biberon. Et l'allaitement sera fini. Parce que comme moi, je travaillais aux urgences pédiatriques, en 12 heures, où clairement, on n'a même pas le temps d'aller faire pipi, on mange... sur le pouce, on a vraiment le temps de rien, vraiment même de boire. Enfin, il y a des journées qui sont très compliquées. Je me suis dit, impossible, je n'aurai pas le temps de tirer mon lait, même je n'aurai pas l'envie. Je rentre de 12 heures de garde, je suis épuisée. L'allaitement en plus, hors de question de me rajouter cette charge, impossible. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, 2 jours après le retour de la maternité, j'avais ma petite puce sur moi et j'ai dit à mon mari, mais non, en fait, je peux pas la laisser quand elle aura 6 mois, je veux rester avec elle toute ma vie. En fait, j'imagine même pas rester une seule journée sans elle, 12 heures de travail, non, c'est juste pas possible. Et l'allaitement, j'avais vraiment pris goût, même si j'ai eu des petites difficultés, comme souvent on traverse à la maternité, des petites douleurs, etc. Mais je me suis dit non, en fait, la maternité, c'est un chamboulement et j'adore être maman et je veux pas rester 12 heures sans la voir, ça me paraissait insurmontable.
Donc on a repoussé ma reprise du travail à ces 1 an et je m'étais dit: «Bon, du coup, vu que je reprends le travail à ces 1 an, je peux allaiter un peu plus longtemps que prévu, j'ai moins ce besoin de la sevrer avant ma reprise du travail, elle sera déjà diversifiée, donc on arrêtera tranquillement l'allaitement une fois qu'elle mangera vers 6 mois, progressivement». Puis après, je me suis dit: «Non, 1 an, elle est trop petite pour reprendre le travail, on va repousser jusqu'à ses 18 mois». Du coup, je dis: «Bon, alors, bon, j'ai encore moins le besoin de la sevrer, on verra, on laisse passer, mais il faut qu'en tout cas je la sèvre avant de reprendre le travail à ses 18 mois». Et puis je m'étais dit: «Bah non, attends, la pauvre, je vais reprendre le travail, puis en plus et je vais la sevrer juste avant. Ah non, ça fait double choc émotionnel. Non, finalement, je vais reprendre le travail et après je la sèvre». En fait, finalement, je mettais toujours une date limite, je me mettais comme une date de péremption en disant: «Bah, tel âge, il faut que j'arrête, tel âge, il faut que j'arrête, tel âge, il faut que j'arrête». Et alors que fallait faire les choses naturellement. Quand j'étais enceinte de ma première, j'étais allée à une réunion Leche League, donc c'est une association pour le soutien aux mères allaitantes, et l'animatrice Leche League avait une fille, je pense qu'elle avait dans les 1 an et demi, qui était là, et moi j'étais enceinte donc de ma première, donc je savais que je voulais allaiter, mais voilà, c'était pas non plus genre la révélation. Et j'ai vu sa fille prendre le sein, marcher, prendre le sein de l'animatrice devant moi. Là, je fais « Oh, elle marche, elle a des dents et elle tète ». J'ai trouvé ça très étrange, voilà, je jugeais un petit peu à l'époque, c'était pas très bien ce que je pensais dans ma tête. Je jugeais un petit peu en me disant « Mais n'importe quoi, un enfant qui marche, il a plus besoin de téter, il a plus besoin du lait de sa mère, c'est n'importe quoi, c'est plus pour la maman ». Enfin, j'étais vraiment pas très sympa envers les mamans qui allaitaient des bambins, des enfants qui avaient des dents et qui marchaient. Je me suis dit, moi, c'est pas possible, hein, de toute façon, moi, c'était 4 mois, allez, maximum 6. Et au fur et à mesure, avec l'allaitement, j'avais pas envie que ça s'arrête, en fait. Je voulais que... on était bien comme ça, j'étais bien, ma fille était bien, c'était nos petits moments câlins. En plus, c'est vachement pratique. On n'a pas besoin de prendre de boîtes de lait, de bouteilles d'eau, de poudre, c'est économique. Enfin, on était bien là-dedans. Et en fait, ce qui m'a fait prendre conscience que je me mettais trop de limites et trop d'objectifs d'arrêt, c'est mon mari un jour, il m'a dit « Non, mais moi, ça m'inquiète pas, ça me dérange pas que tu allaites longtemps, du moment que quand elle rentre à l'école, elle t'aide plus. » Là, je me suis dit « Non, mais qu'elle rentre à l'école, quand elle rentre à l'école, elle aura 3 ans et demi. C'est inimaginable pour moi d'allaiter un enfant 3 ans et demi. Non, mais n'importe quoi, enfin, t'as fumé, c'est pas possible d'allaiter si longtemps. » Mais en fait, c'est bizarre, j'ai comme eu besoin de son approbation, alors qu'on s'entend bien, on se cache rien, enfin, je suis bien dans mes baskets, je sais ce que je fais, voilà, c'est mon métier, etc. Mais le fait qu'il m'ait dit « Je suis d'accord que tu allaites longtemps, ça ne me dérange pas », ça m'a réconciliée avec mes dates d'ultimatum que je me mettais. Ça m'a, je sais pas, dans ma tête, ça m'a fait déculpabiliser, en fait, en me disant « Bon, ok, en fait... je suis pas obligée de dénoncer à haute voix, même à tout le monde autour de moi, à ma famille, quand est-ce que je vais arrêter, en fait. J'ai le droit de dire, on verra, tant qu'elle voudra, en fait, elle allaitera. Parce que c'est vrai que dans ma famille, tu comptes allaiter jusqu'à ses 18 ans, oh là là, encore elle tète, oh là là, enfin, on a tout le temps des critiques. Et j'ai l'impression que j'étais obligée de me justifier en disant, oui, mais je vais arrêter à telle date, au moins me lâcher, en fait, la grappe, quoi. Et le fait que mon mari a dit non, mais ça me dérange pas que t'allaites longtemps, je me suis dit bon, ok, en fait, alors j'arrête de réfléchir à une date, on verra bien quand ça s'arrête, et je me mets pas de pression, et tant qu'on est bien toutes les deux, c'est le principal. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi. Tout le monde pense que comme on est dans le métier, qu'on accompagne les mamans allaitantes, etc., que c'est notre formation, du coup on sait tout sur tout. Et sauf que quand on est maman, on est juste maman, on n'est plus du tout professionnel, et on a quand même des doutes. Je pensais qu'en tant que professionnelle, ma famille ne me critiquerait pas sur mes choix, même éducatifs, sur tout ce que j'avais envie de faire avec mon enfant. Et en me disant, je me cache derrière mon diplôme, au moins ils remettront jamais en cause ce que je dis, vu qu'ils se disent, je suis une professionnelle, si je dis ça, c'est que j'ai raison, parce que c'est mon métier. Et en fait, non, j'ai quand même eu des critiques même de collègues de travail, de ma famille, qui comprenaient pas pourquoi je voulais allaiter longtemps. Et même moi, j'ai eu des doutes, et heureusement qu'il y a eu mon mari qui m'a soutenue et qui prenait ma défense et qui me disait « mais on s'en fout de ce que les autres pensent, c'est très bien ce que tu fais, et vraiment c'est trop beau et c'est le meilleur pour notre enfant ». Et du coup, on a fait notre petite bulle à nous,
Et j'ai eu des amis aussi qui pensaient comme moi, dans le même état d'esprit. On s'est fait un petit réseau. Et le réseau aussi des mamans allaitantes, voilà, de par l'association La Leche League, etc., où est-ce qu'on a rencontré des personnes qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs, etc. Donc ça a fait du bien au moral. Et j'ai arrêté du coup de me fixer des objectifs et je me suis vraiment plus posé de questions. Quand mon aîné a eu 2 ans, je suis tombée à nouveau enceinte et du coup j'allaitais toujours. Je m'étais renseignée un petit peu avant et c'est vrai que c'est quelque chose qui est rare et qui est encore plus jugé. Mais je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie d'arrêter l'allaitement parce que je suis enceinte. Et même, je sais que la grossesse, au niveau de l'aîné, ça perturbe un petit peu un nouveau bébé, que je savais qu'il y aurait un petit peu forcément de jalousie à la naissance de ma deuxième. Et je voulais pas que mon aîné dise, bah voilà, à cause du bébé, j'ai plus le droit de téter, j'ai perdu un petit peu ma maman et nos petits moments câlins. Et puis, je me suis prise à rêver de co-allaiter. Voilà, c'est très rare, on en entend peu parler, je cherche un petit peu des photos et tout, c'est vraiment quelque chose qui est assez tabou. Mais je trouvais ça trop beau de voir les 2 bébés au sein, un grand et un petit. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, si on arrive à tenir le coup pendant la grossesse, qu'elle se sèvre pas, pourquoi pas tenter le co-allaitement. Et du coup, j'en avais vraiment très envie. Et ça m'a vraiment... je me suis vraiment investie pour essayer de s'accrocher et vivre ces moments, ne serait-ce qu'une fois, avoir les 2 au sein. Voilà, c'est quelque chose qui me donnait très 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 envie. On a connu des difficultés enceinte, parce qu'enceinte, en fait, on a une chute de la lactation qui est normale. J'avais plus beaucoup de lait. Ma grande s'est un peu désintéressée du sein. Bon, on a tenu le coup toutes les deux. C'était vraiment notre petit moment câlin, même si c'est sûr qu'à 2 ans, on t'aide beaucoup moins qu'un petit bébé. C'était le matin, le soir. C'était plus notre moment au réveil le matin et notre petit câlin du soir avant le dodo. C'était nos moments magiques à nous, de proximité, parce que à 2 ans, ça bouge beaucoup. Et quand je dis, tu viens me faire un bisou, un câlin, c'est genre une microseconde, et après je préfère aller jouer, maman, que de faire un bisou. Donc grâce à l'allaitement, au moins, je l'avais un peu sur moi. Je dis, bon, je profite, je fais un câlin à ma fille, parce que je sais qu'après, elle va s'enfuir et elle va plus être proche de moi. Et jugement à fond, hein, non mais t'allaites enceinte, mais il n'y a pas risque de fausse couche d'allaiter, mais t'as encore du lait, enfin, mais tu vas les mettre les 2 au sein. Oh là là, pauvre ton mari, hein. Pauvre mon mari, d'accord, ok. Mes seins ils sont à moi. Avant d'être à mes enfants, il y a mon mari. Et du coup, j'avais très peur qu'elle se sèvre et pas de chance, en fait, je me suis fait hospitaliser en fin de grossesse parce que j'ai dépassé le terme. Voilà, il y a eu des petits soucis au niveau du bébé, donc ils m'ont gardée en observation. Je suis restée 3 jours à la maternité avant d'accoucher. Covid, etc., où ma fille, elle pouvait pas venir, enfin, c'était compliqué. Et là, grosse panique de me dire, bon, peut-être qu'elle va se sevrer, en fait, à cause de moi, mon hospitalisation. On se voyait vite fait une fois par jour en bas de l'hôpital, mais elle pouvait pas rentrer dans la chambre, etc. Et là, je me suis dit non, on a tenu 9 mois, on a réussi à pas qu'elle soit sevrée, voilà, malgré toutes les difficultés de la baisse de la lactation, etc. Et pour tout, au final, foirer à la porte de l'accouchement, quoi, juste parce que j'ai des soucis et que je vais être hospitalisée. Par miracle, elle s'est pas sevrée, sa petite sœur est née. J'ai fait une sortie précoce à 2 jours, j'étais déjà à la maison parce que du coup, Covid, elle n'avait pas le droit de venir dans la chambre, dans la maternité, donc on n'a pas pu faire le co-allaitement à la maternité. Et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai eu les 2 au sein en même temps, waouh, j'ai pleuré. C'était beaucoup d'émotions, j'avais mis la petite GoPro qui filmait pour quand mon aînée est rentrée à la maison, elle m'a découvert moi et ma petite, et de suite elle est venue au sein, j'ai mis ma petite au sein, enfin c'était plein d'émotions, et c'était vraiment trop trop beau de les voir les 2 têtes côte à côte, mon aîné qui faisait la petite caresse sur la tête de mon nouveau-né, enfin c'était waouh, c'était quelque chose de fou, vraiment très intense, et vraiment c'était une complicité incroyable. Vraiment, je le conseille à tout le monde de vivre ça, c'est trop beau. Et je suis contente d'avoir réussi, qu'on ait réussi à toutes les 3 à vivre ça. Il y a eu des jugements encore, hein, effectivement, ou oh là là, d'abord le petit, hein, la grande, il faut pas qu'elle prenne tout le lait, ou enfin, toujours, en fait, tout le monde met toujours son mot, a toujours quelque chose à dire, à critiquer, alors qu'on ne demande pas l'avis des autres.
Bon, mon aîné a adoré le nouveau lait de bébé, parce qu'en fait le lait s'adapte au petit bébé, et sauf que le lait des petits bébés, il est super gras, riche, sucré, et du coup mon aîné qui tétait 2 fois par jour, s'est mise à téter, voire plus que sa petite sœur. Donc elle voulait tout le temps téter, tout le temps téter. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai dit, bah non en fait, ta petite sœur elle est déjà tout le temps au sein, c'est en plus toi t'es tout le temps au sein, au bout d'un moment j'aimerais pouvoir sortir du canapé et faire autre chose qu'allaiter. Donc ça a été un peu compliqué, il y a eu un petit peu de jalousie, de frustration parce qu'elle voulait tout le temps être au sein, mais dans l'ensemble ça se passait bien. Et elle avait même, mon aînée, son sein à elle, donc je lui disais, toi t'as le tété gauche, ta sœur elle a le tété droit, au moins c'était bien dissocié, et elle savait que c'était son tété à elle, entre guillemets, hein, même si quand elle tétait pas, sa sœur aussi avait le droit au gauche. Mais voilà, on a trouvé un bon petit rythme, c'était vraiment trop beau. J'en garde des souvenirs extraordinaires. Et du coup, j'ai pu faire du co-allaitement jusqu'aux 4 mois de ma petite. Et la date du sevrage de mon aîné correspond au jour à sa rentrée en école maternelle. En fait, elle a eu la pré-rentrée où on est allé 2 heures à l'école pour faire la visite. Et elle avait tété, je suis même pas sûre qu'elle avait tété le matin avant d'aller à l'école, parce que je crois qu'on était un peu dans le speed, donc ça devait remonter à la veille au soir. On a fait la pré-rentrée, on est venu à la maison, on est rentré après à la maison. Et là, elle a plus voulu téter. Elle m'a dit non, il est plus bon. Je dis mais de quoi il est plus bon? Il a toujours le même goût. Non, je l'aime plus, il est plus bon. Là, je me suis dit bon, c'est peut-être aujourd'hui, l'émotion de la rentrée scolaire, etc. Et en fait, le soir même, je repropose. Non, il est plus bon, je l'aime plus. D'accord. Le lendemain aussi. Donc là, je vais commencer à réaliser que bah ça y est, c'était ça le sevrage naturel, que c'est elle qui l'avait décidé, qu'elle en voulait plus et que c'était pas du tout une question de goût parce que il n'avait pas changé de goût et que c'était son choix. Et du coup, moi, je l'ai mal vécu, entre guillemets, parce que même si je continuais à allaiter ma petite, c'était quand même un deuil de me dire que, voilà, 3 ans et demi, elle avait 3 ans et demi quand elle a arrêté de téter. 3 ans et demi, elle allaitait tout le temps, et d'un coup, plus l'allaiter, ça m'a fait très bizarre. Je l'ai très mal vécu, j'ai pleuré et tout, enfin, en mode, pourquoi tu pleures, quoi, ça va, elle est grande et t'as un autre bébé. Oui, mais 3 ans et demi de cette relation, il faut quand même accepter qu'en fait, elle est finie, cette relation-là. Il y en a une différente, mais celle-ci est finie. Donc, elle a plus jamais voulu reprendre. Pourtant, j'ai essayé, même genre quand elle dormait, pouvoir la gruger en disant peut-être qu'elle veut en dormant. Non, elle voulait vraiment plus. Et elle voulait pas dire au début, je dis mais pourquoi, qu'est-ce qui te plaît pas? Non, je l'aime plus. Enfin, j'ai essayé de creuser un peu pourquoi c'est arrêté. Et c'est vraiment genre 6 mois après. Je dis mais pourquoi tu voulais plus téter, etc. Elle m'a dit je suis grande maintenant. Je fais ah d'accord, ça y est, t'es rentrée à l'école en fait, tu considères que t'es grande et t'es trop grande pour téter et c'est pour les bébés et place à ta sœur en fait. Et c'est ça qui est beau dans le sevrage naturel, c'est l'enfant qui décide quand il est prêt d'arrêter de téter et c'est pas nous c'est pas un sevrage induit comme parfois on peut dire je reprends au travail, j'arrête. C'est la mère qui décide. Là c'est vraiment l'enfant qui décide, qui élabore dans sa conscience quoi, qui dit je n'ai plus envie de téter maman, ça y est je suis grand, ou je laisse la place à la petite sœur ou au petit frère. Donc je suis assez fière qu'elle ait eu ce choix là et que ce soit pas moi qui lui ai imposé ce choix. Le sevrage naturel c'est généralement à partir de 2 ans et demi on dit jusqu'à 7 ans, même si en Occident c'est un peu avant, mais je trouve que 3 ans et demi c'est un bon chiffre et je suis fière de nous. Et bon, du coup, là, sa petite sœur a pris le relais, elle a 19 mois et elle tète toujours. Et pourquoi pas un projet 3e bébé, et j'espère encore un co-allaitement, et jamais m'arrêter d'allaiter. Je suis un peu étrange selon certaines personnes. Mais c'était une relation vraiment sublime, et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup autour de nous qui co-allaitent, mais que personne ne le dit. Parce qu'on est stigmatisé, on est jugé. Et en fait, je connais plein de personnes autour de moi qui co-allaitent. Mais tout le monde pense que ça n'existe pas et que ça leur semble même bizarre et se sont jamais projetés à allaiter 2 enfants en même temps de 2 âges différents. J'espère un petit peu faire évoluer les consciences et se dire que oui, c'est possible, non, c'est pas malsain, non, on n'est pas bizarre. Voilà, on est très stigmatisé. Les allaitements longs, généralement, il y a des pédiatres qui osent dire c'est pour le tiers-monde, hein, qui n'ont pas d'argent pour acheter des biberons. Non, en fait, même si j'ai de l'argent pour acheter des biberons, je veux quand même allaiter. C'est pas une question de moyens financiers, c'est juste une envie déjà de donner le meilleur à son enfant, parce que le lait maternel humain est fait pour des humains et le lait de vache est fait pour des veaux. Initialement, on est la seule espèce à boire le lait d'une autre espèce.
Même si voilà, je juge absolument pas les mamans qui ne veulent pas allaiter, chacun son choix et vaut mieux donner un biberon avec le cœur que se forcer à allaiter juste pour la pression sociale. Chacun fait ce qu'il veut, mais respecter aussi celles qui veulent allaiter longtemps et qui veulent faire du co-allaitement ou allaiter enceinte et pas forcément nous regarder de travers en mode oh là là, elle est folle. Au début, j'étais très pudique d'allaiter en public parce que j'avais un problème plus moi de pudeur, de timidité, donc je me cachais derrière un linge, etc. Et plus ma fille a grandi, plus je me suis dit, bon, en fait, c'est naturel, je donne juste à manger à mon bébé, sachant que quand on allaite, on voit même pas le sein, on le voit une fraction de seconde, le temps que bébé y mette sa bouche, mais en fait, on voit pas le sein. Il est dans la bouche de bébé, donc on n'est pas en mode exhibe, et je pense que sur certaines publicités ou dans certaines émissions à la télé, on voit plus de parties du corps d'une femme que moi en train d'allaiter ma fille. Donc très rapidement, j'ai même plus mis de linge, je me suis plus cachée et j'ai allaité en public. Après, j'avoue que quand ma fille a commencé à grandir, à partir, je dirais, de 18 mois, quelque chose comme ça, en public, ça me mettait un peu mal à l'aise, pas par rapport à moi, par rapport à une gêne de moi, ce que je ressentais ou que j'assumais pas, mais plus parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec les autres et que je savais que j'allais avoir des réflexions et que plutôt que de perdre mon énergie à me justifier, je me suis dit, bon, sauf si vraiment elle se faisait mal, elle tombait, elle pleurait, elle s'était fait un bobo, elle avait droit à son tété consolateur même à 2 ans, mais sinon, après, il y avait des règles en disant, bah, quand on est au parc, je te donnerai le tété quand on rentre du parc. Plus, voilà, dans les lieux publics. Après, genre chez ma famille, mes amis, salle d'attente de docteur, un endroit plus intime, plus petit, aucun souci d'allaiter. Mais dans, voilà, au parc, c'est vrai que c'était plus après le parc, avant le parc et après le parc. Pas en plein milieu de tout le monde. J'ai pas envie de susciter une polémique. Même si vous n'avez pas à me chercher. Franchement, j'aurais su quoi répondre et même mon mari me dit que quelqu'un s'amuse à te dire quelque chose, il sera bien reçu, quoi. Parce que c'est naturel, enfin, un enfant boit des biberons ou boit ton verre de lait, c'est mon corps, c'est mon enfant, ça nous appartient à nous, quoi. Ce que j'ai vécu, c'est très beau et je pense que il y en a plein qui galèrent à allaiter, qui espèrent un jour pouvoir allaiter autant que moi, quoi. Enfin, même moins, mais j'ai vraiment eu de la chance. C'est vrai, c'est beau ce que j'ai vécu. C'était trop court, 4 mois. J'aurais voulu que... Genre là, encore, quoi, bon, peut-être pas, maintenant elle a 4 ans et demi, mais... Quoi que, si elle avait allaité, ça m'aurait pas choqué. C'est à la rigueur ce que je peux rajouter qui m'avait choqué, enfin qui m'avait choqué, non. Quand j'allaitais ma grande avant d'accoucher, je me rendais pas compte à quel point elle était grande, comment c'était le quotidien d'allaiter, je l'ai pas vu grandir. Un peu comme mon enfant, nous tout, au quotidien on le voit pas grandir, et quand un membre de notre famille vient, il l'a pas vu depuis un mois, il se dit oh là là, qu'est-ce qu'il a changé, il a grandi. Et nous on se dit ah oui peut-être, enfin, nous on le voit pas, c'est le quotidien. Et quand j'ai eu mon petit bébé à la maternité qui s'est mis au sein, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qu'elle est petite, c'était même tout doux la succion, c'était tout dans le ralenti, tout dans la douceur, la succion. Et quand j'ai eu ma grande au sein, quand elle est venue, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est énorme, le corps il est super grand. Ça m'a choqué de la différence de gabarit d'enfant au sein, le miniature et le presque 1 mètre de long, quoi. Et même la succion, c'était en mode glou, 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 enfin une aspiration très forte, en mode glouton. Alors que mon petit bébé qui venait de naître, c'était tout doux, tout mou, enfin... C'était rien à voir, c'était le jour et la nuit. Et là, je me suis rendu compte à quel point ma grande était grande, comparée à ma petite qui venait de naître. Donc ça m'a vraiment fait bizarre. Et même d'avoir les deux, de voir la différence de la taille de la tête, en disant, elle a une tête énorme, mon aîné, enfin, elle prend toute la place, alors que comme mon nouveau-né a une tête toute petite. Enfin, c'était rigolo, le contraste, en fait. Par contre, l'avantage qui était trop bien de faire du co-allaitement, c'est que les premiers jours, quand on allait un bébé, on a la montée de lait, où on ressemble un peu à Lolo Ferrari, les seins super gros, où presque on n'arrive plus à bouger les bras, les seins qui sont durs comme de la pierre et tout, le temps que la lactation se mette en place. Et j'étais bien contente le matin que ma grande me rejoigne, et je lui disais « Ah, s'il te plaît, tête les 2 seins, j'en peux plus, j'ai les seins, ils vont exploser », et du coup, avec sa méga grosse succion, et elle me vidait les seins et elle me soulageait, et je me suis dit « Mais merci qu'elle est la grande », parce que du coup, j'ai beaucoup moins mal et j'ai beaucoup moins d'engorgement
qu'un premier allaitement parce qu'elle me vidait le surplus, quoi. Donc, meilleur tire-lait du monde, ma grande. En plus, elle se régalait. Donc, ça, c'était pratique. Pour ma première, j'avais fait la liste de naissance classique que tout le monde fait, et j'avais quand même mis au cas où un biberon sur ma liste de naissance, mais j'avais pris le modèle genre super grand, 240 millilitres. Parce que je savais que je voulais allaiter les premiers mois, donc je me suis dit, je ne prends pas de biberon taille bébé, mais comme après je reprends le travail, à dire acheter la nounou, etc., je prends un grand biberon pour après quand j'aurai sevré. En plus, biberon en verre et tout, pas de plastique, genre voilà, la mère parfaite. Ça n'existe pas, mais du coup, je m'en suis jamais servie, mis à part pour essayer de faire réchauffer du lait ou des choses comme ça en guise de contenant ou mesurer pour faire des gâteaux, la graduation. Mais non, j'ai jamais donné de biberon. Et vraiment, j'y tenais. C'était vraiment, je m'étais mis un challenge à moi-même en disant, en fait, je veux suffire à mon enfant. Je veux me faire confiance en me disant que la nature est bien faite et que si tout se passe bien, j'ai pas besoin de donner de lait artificiel, de lait de vache. Et vraiment, ça aurait été un échec pour moi de donner du lait artificiel, de pas réussir. Je me t'ai mis quand même une grosse pression en me disant j'ai pas le droit à l'échec, d'autant plus par mon métier. C'est horrible, mais je pense que si j'avais pas été dans le métier, je me serais laissé plus la chance de faire des erreurs, et que comme je suis censée tout connaître, être formée, j'avais pas le droit à l'erreur. Même à la maternité, hein, quand le personnel passait, ah mais vous êtes puéricultrice, donc bon, en gros, je dois pas avoir de questions et parce que je suis censée tout connaître. Oui, mais en fait, non, j'ai déjà fait des mises au sein de bébés qui n'étaient pas à moi, sur des mamans. Mais moi, que j'ai mon bébé dans les mains et je suis un peu maladroite, je sais pas trop comment le mettre, ça fait bizarre la succion. Mais en fait, j'ai pas le même rôle et j'ai l'impression de tout avoir oublié, que mon cerveau, il est plus du tout en mode professionnel, mais enfin, avec l'affect. Et j'avais des questions bêtes que les parents n'osent pas poser en disant j'ai des questions bêtes, etc. Mais en fait, je me suis révélée à avoir des questions bêtes, moi aussi à poser, des questions auxquelles j'aurais dû avoir les réponses en tant que puéricultrice, mais que tant qu'on ne le vit pas, ben en fait, on ne sait pas. Et je pense que le fait d'avoir allaité, d'avoir vécu, je pense qu'on est un peu plus compétente à comprendre les ressentis de certaines. Même si on peut avoir des bonnes connaissances théoriques, le fait d'avoir pratiqué et de savoir ce qu'on ressent, les difficultés, enfin, tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et que c'est une force d'avoir vécu tout ça. Et je voulais vraiment pas de biberon, ça c'est sûr. Par contre, la tétine, j'étais pas du tout informée, et comme tout le monde, il y avait une tétine dans la valise de la maternité. Et quand ma fille est née, elle avait un fort besoin de succion. Et on entend toujours « Oh, il a un fort besoin de succion, votre bébé. Oh là là, il veut toujours téter. » Et moi, j'étais KO, comme toutes les mamans qui viennent d'accoucher. Tout le monde disait le bébé, il fait que dormir comme un bébé. Je me suis dit, elle va dormir. En fait, elle dormait pas trop. Et du coup, j'ai mis la sucette. Comme ça, je pouvais dormir. Et en rentrant à la maternité, entre-temps, j'avais lu un petit peu des choses sur Internet pendant la maternité, etc. Et là, j'ai lu la confusion sein-tétine. Je suis oh là là, mais c'est quoi ça? À l'école de puéricultrice, on m'en a pas trop parlé, quoi. Et en fait, le fait de donner une sucette, ça peut vraiment faire capoter un allaitement. Et là, je me suis dit, oh là là, non, en fait, la sucette, elle a eu 2 jours, mais il est hors de question que je lui redonne la sucette. Alors, on enlève ça de suite, et c'est que maman et que le sein. Et pression sociale, et l'enfant, il est censé dormir dans son lit, et les bébés sont censés dormir. Et moi, elle voulait que moi, que téter, que sur moi. Et mon mari m'avait quand même mis une petite pression, je sais pas, elle avait 3 semaines de vie, en me disant, tu veux pas donner la sucette, comme ça, elle est moins collée à toi, elle peut dormir dans son lit, etc. Du coup, malgré ma force de conviction, malgré tout ce que je savais, j'ai dit, bon, pourquoi pas, on va essayer la sucette. Mais j'en avais vraiment pas envie, quoi, c'était à contre-cœur. Donc je la lui donnais, et elle a recraché. Et dans ma tête, je me disais, oui, allez, recrache-la, j'ai pas envie de te la donner, au moins, je montre que je suis de bonne foi, j'essaie de te la donner parce que papa y tient. Mais je suis contente au fond de moi que tu la veuilles pas, et c'est bien, ne la veux pas, recrache-la, quoi. Et elle a recraché. Et j'ai dit à mon mari, si à cause de toi, tu fais foirer mon allaitement, je t'en voudrais toute ma vie. Et je pense que je lui ai fait un mini électrochoc, parce que du coup, il m'a plus jamais embêté à essayer la sucette, et du coup, mon aîné, elle n'a jamais eu de sucette, n'a jamais eu de biberon, n'a jamais eu bout de sein, enfin rien du tout. Ma petite, qui a 19 mois, n'a jamais rien eu. Elle a une sucette qui traîne en guise de jeu dans la maison, où parfois elle la met dans la bouche 2 minutes, mais elle sait même pas comment faire, tellement qu'elle sait pas ce qu'il faut faire avec une sucette dans la bouche.
Mais comme quoi, en fait, on peut survivre sans sucette, on peut survivre sans biberon. Il y a plein d'autres manières de donner le lait. Donc, c'est pas obligatoire. Et malheureusement, le personnel soignant, il a une sucette, il a une sucette. Ben non, il est allaité. Enfin, il voit pas forcément le rapport. Enfin, quand un bébé allaité n'est pas censé avoir de sucette. Tout le monde dit oui, mais toi, il te prend pour une tétine géante et ça sucette. Ben non, en fait, c'est la sucette qui a été inventée pour me remplacer. Mais le rôle d'une mère, c'est d'être auprès de son bébé. Et s'il veut téter, c'est pour une raison. C'est pas pour embêter, c'est pas pour manipuler. S'il veut téter, c'est parce qu'il a faim, c'est pour stimuler la lactation. Ou juste il veut un câlin et qu'on a un peu son câlin, son doudou, son moyen de réconfort et qu'il a juste besoin d'être contre nous. Et c'est le rôle d'une maman d'être auprès de son enfant. Et moi, je trouve ça logique de juste répondre aux besoins du bébé. Et pas à trouver des substituts de remplacement pour qu'il dorme plus longtemps loin de nous. Après, voilà, c'est ma philosophie des choses. Je suis peut-être un peu extrême pour certaines, mais moi, j'ai décidé de faire un enfant, mon mari aussi. On l'a voulu, cet enfant, et nos 2 enfants, mais surtout je parle pour mon aîné. Du coup, on assume à 100% et on savait qu'on allait moins dormir, qu'on aurait moins enfin, qu'on aurait moins de vie personnelle, qu'on serait plus dédié à notre enfant, mais ça faisait partie du job et on l'a décidé, donc on assume et on aura tout le temps, quand ils partiront de la maison, quand ils seront adolescents, qu'ils sortiront jusqu'à pas d'heure pour profiter. Et pour l'instant, ils sont petits, c'est notre rôle de bien s'en occuper et on dormira plus tard, quoi. Enceinte, j'avais plein de préjugés. Je ne savais pas ce qu'était la maternité, même si j'avais beau accompagner des mamans et des bébés. Et d'être devenue mère, ça m'a vraiment totalement changée. Je suis vraiment plus la même personne. Je pense plus du tout les mêmes choses et j'ai plus du tout les mêmes objectifs. Et l'allaitement a été une révélation. Et je suis frustrée de voir à quel point il y a des allaitements qui sont mal accompagnés, qui sont écourtés à cause de mauvais conseils, et de voir à quel point les mamans souffrent, sont tristes de ne pas avoir pu allaiter, ou d'avoir dû arrêter l'allaitement parce que le pédiatre a dit des bêtises, parce qu'un tel a dit des bêtises, parce que belle-maman, etc. Et c'est pour ça que quand je me suis lancée dans l'accompagnement périnatal, c'était en premier par rapport à l'allaitement. J'ai commencé à animer des réunions gratuites d'allaitement pour aider les personnes. C'était vraiment mon dada numéro 1, c'était l'allaitement. Après, voilà, je me suis spécialisée dans d'autres choses que je trouvais essentielles et que moi, en tant que maman, j'ai pratiqué, comme j'ai beaucoup porté. Voilà, le portage, c'est important pour la mise en place aussi de l'allaitement. Plein de choses, voilà, les massages, voilà, des choses comme ça. Mais l'allaitement, pour moi, c'est pas du luxe. Voilà, payer un bain sensoriel, payer un cours de portage, c'est bien, c'est du luxe, on a l'argent tant mieux, mais pour moi, allaiter, c'est juste essentiel et ça devrait être gratuit d'être bien accompagné en fait sur l'allaitement. C'est pour ça que je tiens à faire des réunions gratuites sur l'allaitement. C'est pour ça que je chapeaute un groupe de mamans allaitantes avec une animatrice régionale Lait Chez Ligue sur un groupe privé où tous les jours j'aide des mamans inconnues. C'est pour ça que même sur Instagram, on pose des questions sur l'allaitement. Je téléphone 1 heure à une maman qui est à l'autre bout de la France, qui clairement ne me rapportera pas d'argent, pas de notoriété, rien du tout, mais juste aider en fait. C'est naturel en fait d'aider. Et si je pouvais, que je n'avais pas besoin de salaire à la fin du mois, je ferais du bénévolat dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour aller rencontrer des mamans, pour les aider, pour leur donner les bonnes informations, de la documentation qui peut aider, et surtout, beaucoup j'ai l'impression que c'est un manque de confiance en soi, et en fait quand on accouche, on est pleine d'hormones, on est fatigué, on est pleine de doutes, on veut le meilleur pour notre enfant, et si une blouse blanche vient en nous disant c'est noir, même si nous on pense que c'est blanc, mais la blouse blanche, elle dit que c'est noir. Alors c'est forcément noir, parce que c'est une blouse blanche, elle a l'habitude. Et on en oublie de se faire confiance, parce que c'est quand même nous, la maman, c'est notre bébé à nous. Il n'y a personne d'autre au monde, à part nous, qui peut savoir ce que notre bébé a besoin. Même si on est un pédiatre vieux de 40 ans, même si on est infirmière puéricultrice comme moi, j'ai accompagné des mamans allaitantes, je pensais avoir la science infuse parce que je sortais de l'école, parce que j'avais eu des heures et des heures et des heures sur l'allaitement. Je pensais être trop forte sur l'allaitement. Mais tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on sait pas au quotidien ce qui se passe, tant qu'on n'a pas accompagné des mamans, on peut pas se rendre compte de l'enjeu. Et il y a que la maman qui sait exactement les besoins de son enfant. Donc je pense qu'il faut déjà commencer en redonnant confiance aux mamans, en leur compétence à juger, à analyser, à observer leur bébé. Et le bébé, il est 24 heures sur 24 avec la maman. La puéricultrice qui rentre dans votre chambre à la maternité, elle le voit 2 minutes. Donc c'est pas en 2 minutes qu'il peut savoir exactement ce que le bébé veut. Enfin, faites-vous confiance les mamans, faites confiance aussi à votre bébé.
Beaucoup disent: «Ah, il pleure, il te manipule et tout pour que tu le prennes dans les bras». Non, en fait, il a pas cette élaboration de la pensée. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin. Parfois, juste changer la couche, juste faire un câlin, juste sommeil, juste envie de téter. Mais s'il pleure, c'est qu'il y a une raison. Donc prenez votre bébé dans les bras, proposez le sein, enfin, faites-vous confiance et écoutez pas le personnel soignant qui vous dira: «Il vous manipule, il faut le laisser pleurer, il va s'endormir». Non, mais il vient de naître en fait. Il a passé plus de temps dans mon ventre que dehors de mon ventre. C'est normal qu'il va être sur moi. Donc vraiment, si j'ai quelque chose à dire, c'est faites-vous confiance à vous, les mamans, à votre bébé. C'est ce qui est bon. C'est un réflexe de téter, c'est un instinct de survie. C'est quand le bébé est né, il a qu'un seul besoin, c'est de manger pour grandir, pour grossir, pour survivre. Donc s'il a envie d'être au sein tout le temps, c'est qu'il sait ce qui est bon pour lui, c'est qu'il a besoin de téter. Point barre. Et de donner une sucette pour le faire patienter, il n'y a aucun intérêt, ni pour la maman, ni pour l'enfant. Donc restez dans votre petite bulle. Et je pense que le coparent, que ce soit papa, une deuxième maman ou un deuxième papa, enfin, dans les cas d'adoption ou autre, c'est vraiment le pilier. Vraiment d'être un couple avec le bébé, parce que on a toujours un million de questions, on a toujours des doutes. Comme je vous disais, même que je sois dans le milieu médical, je doutais de moi. Alors je me dis, mais les mamans qui n'ont pas toutes les connaissances que j'ai, mais waouh, les pauvres, ça doit être encore plus dur. Elles doivent être encore plus perdues. Il y a des personnes qui n'ont jamais changé de couche de leur vie. Donc déjà, l'allaitement, c'est compliqué, mais en plus, on ne sait pas comment on donne un bain, on ne sait pas comment on change une couche, on ne sait pas comment on donne un pyjama, comment on met un pyjama. En plus, si on a des problèmes avec l'allaitement, ça fait beaucoup. Moi, j'avais déjà pas ce souci-là, donc j'avais que l'allaitement à me concentrer. Malgré ça, je trouvais ça quand même dur et plein de questions. Quoi. J'avais quand même plein de questions. Donc vraiment se faire entourer des personnes qui savent ce qu'ils disent. Vraiment des personnes formées en allaitement. Il y a plein de consultantes en lactation, des IBCLC, plein de personnes formées. Et c'est pas que le personnel soignant et médecin et sage-femme et infirmière puéricultrice et auxiliaire de puériculture qu'il a une formation spécifique en allaitement. C'est chacun notre domaine de compétences. Comme un cardiologue, il est très fort en cardiologie, mais il est nul en neurologie. Et un neurologue, il est nul en cardiologie, entre guillemets, même s'ils ont tous des connaissances de base, mais chacun sa spécialité. C'est pareil pour l'allaitement, c'est chacun sa spécialité. Certains l'ont, certains n'ont pas. S'il n'y a pas de formation purement sur l'allaitement, faites attention, c'est pas forcément des bons conseils. Heureusement, il y a toujours des perles, heureusement, il y a toujours des personnels super bien, mais parfois on peut avoir le mauvais personnel qui nous dit des bêtises et qui nous fait capoter notre allaitement et à qui on lui en veut toute sa vie. Donc essayez de trouver des groupes de soutien comme la Let's League, l'Or Blanc Association, voilà les petites associations locales d'allaitement comme Allaitement 83, voilà les consultantes en lactation, enfin du personnel formé. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'allaitement ou autre. Je suis très active sur les réseaux sociaux et c'est avec plaisir que je conseille, même à l'autre bout de la France, volontiers. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou sur Facebook au nom de Vanessa Maternage. Voilà, je serai très contente d'échanger avec vous et partager aussi vos retours sur l'allaitement. Et s'il y en a d'autres qui ont co-allaité ou allaité enceinte, voilà, je serai contente de savoir qu'on est nombreuses en France à vivre cette aventure. Mais allaiter, ça prend les tripes d'allaiter. C'est des papillons dans le ventre, c'est une émotion, c'est autant du plaisir pour l'enfant que pour la maman. Il y a aussi beaucoup disent oui, tu allaites pour toi te faire plaisir, ce qui est totalement faux. Beaucoup disent ouais, c'est de l'égoïsme et tout, le bébé il veut pas, tu le forces. Alors non, ne force pas un bébé, hein. Vous voyez bien, même un bébé qui veut pas son biberon ou son petit pot, il nous le fait très bien comprendre en l'envoyant valser. Donc on ne force jamais à allaiter un enfant. Mais c'est vrai que même pour nous, c'est de la détente, on libère des endorphines, c'est ce moment câlin où on se pose, où on est un peu dans le speed de la vie, on rentre du travail, on a passé une journée un peu difficile, on a notre petit bébé qui vient, tété, on se cale au canapé, le petit tété câlin, ça fait du bien, on a notre petit bébé, on relâche et c'est notre moment à nous et on crée en fait une mini bulle de bien-être et d'amour j'ai cette image que quand mon enfant tète, il n'y a pas que du lait en fait qui va dans sa bouche, il y a vraiment un fluide d'amour qui part de moi et qui nourrit mon bébé. C'est cette image de fluide d'amour, quoi. C'est pas que du lait.
Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!